Minuit tombe sur Ouagadougou et le calme ressemble à une couverture trop lisse tirée sur une ville qui retient son souffle devant quelque chose d'invisible. Les briefings s'allongent, des convois militaires se repositionnent, des drones non identifiés frôlant les zones interdites, tandis que des canaux chiffrés bruissent d'ordre sans signature comme si une main extérieure réglait la cadence. Alors, si une nouvelle tentative se prépare, que signifie-t-elle pour vous, pour vos proches, pour la région, quand Ibrahim Traoré proclame une souveraineté qui bouscule les vieux réflexes? Dans les prochaines heures, prudence et provocation pourraient se confondre et la moindre étincelle suffirait à transformer l'alerte silencieuse en basculement ouvert. Si les murmures d'un nouveau coup d'État se confirment, le Burkina Faso n'affronte pas seulement une menace politique, mais une bataille pour la définition même de son avenir. Derrière les communiqués diplomatiques et les phrases policées se cache une question brûlante. Un peuple peut-il vraiment choisir sa voie lorsque les puissances étrangères s'agitent dans son ombre? L'enjeu dépasse Ouagadougou. C'est le sort de toute une région qui s'écrit, de Bamako à Niamey, de Lomé à Accra, là où les lignes de fracture entre indépendance et dépendance refont surface. Depuis 2 ans, Ibrahim Traoré incarne cette rupture, celle d'une génération décidée à reprendre la main sur ses ressources, sa sécurité et sa parole. Mais cette volonté dérange. Elle réveille des réflexes d'ingérence, des circuits financiers obscurs et des alliances construites sur l'obéissance. Pour comprendre ce qui se joue, il faut suivre le fil. Qui gagne à déstabiliser un État qui dérange? Et jusqu'où ira cette résistance panafricaine face à la mécanique du soupçon? La révélation ne s'est pas faite en une nuit. Les premières alertes sont apparues sous forme d'indices discrets. Un retard de financement du FMI, une série de réunions annulées avec des attachés militaires, et un changement subtil dans le ton des médias occidentaux. Mais derrière cette succession de coïncidences, les services de renseignement burkinabés ont détecté un schéma bien connu, celui d'une préparation externe méthodique, articulée autour d'un objectif simple, fragiliser le pouvoir en place avant de le remplacer. Depuis son arrivée, Ibrahim Traoré a modifié l'équilibre régional. En rompant avec Paris, en refusant les pressions de Washington et en s'ouvrant à Moscou, il a changé le centre de gravité du Sahel. Ce repositionnement, perçu par beaucoup comme une bouffée d'air frais pour les nations africaines, a en revanche été interprété par les anciens partenaires comme une menace pour leurs intérêts stratégiques. L'histoire récente l'a prouvé. Lorsque la souveraineté devient contagieuse, les instruments de contrôle se réactivent. À Bruxelles, des think tanks parlent d'instabilité démocratique. À Washington, on évoque la nécessité d'une transition ordonnée. Les mots semblent neutres, mais leur chronologie trahit leur intention. Chaque déclaration internationale coïncidait avec un épisode d'agitation interne, comme si les événements à Ouagadougou suivaient un scénario déjà testé ailleurs, en Libye, au Mali, au Congo. Pour les Burkinabés, cette répétition est insupportable. Ils ont vu tomber Sankara, ils ont vu leurs ressources partir sans retour, et ils refusent désormais de rejouer la même pièce. C'est pourquoi le mot souveraineté, prononcé par Ibrahim Traoré, n'est plus une formule politique. C'est un acte de résistance. Dans cette histoire, un visage s'impose avant tous les autres. Celui du capitaine Ibrahim Traoré, jeune officier formé dans les unités d'artillerie, devenu chef d'État presque malgré lui. Son ascension n'a pas suivi les chemins feutrés de la diplomatie. Elle a été forgée dans la poussière des fronts du Sahel, là où la guerre n'est pas théorique mais tangible, vécue chaque jour par les soldats et les paysans. Depuis qu'il a pris le pouvoir, Traoré s'est appliqué à redessiner la carte mentale du Burkina Faso. Transfert des bases françaises, nationalisation de certains gisements aurifères, accords énergétiques régionaux et surtout une rhétorique souverainiste qui galvanise la jeunesse. Les effets ont été immédiats. Dans les rues de Ouagadougou, les drapeaux étrangers se sont effacés au profit du rouge-vert. Les universités ont rouvert des programmes de sciences politiques africaines, les petits commerçants parlant de nouvelle ère, et les radios locales diffusent des débats sur l'autonomie monétaire. Mais chaque pas vers l'indépendance provoque une réaction en chaîne. Aides suspendues, rapports alarmistes, retraites d'investissement. C'est cette tension entre fierté retrouvée et isolement programmé qui façonne désormais le quotidien burkinabé. Traoré, lui, avance avec une sérénité qui déroute ses adversaires. Nous ne combattons pas la France,
disait-il récemment, nous combattons la dépendance. Une phrase simple, mais qui, répétée à travers tout le Sahel, a l'effet d'un séisme. Car pour beaucoup, il ne s'agit plus d'un conflit de pouvoir, mais d'une lutte pour la dignité. Tout a commencé par une suite de gestes anodins. Une réunion d'état-major reportée sans explication. Un colonel muté vers une région frontalière, puis des rumeurs d'ajustement stratégique circulant entre officiers. En surface, rien d'alarmant. Mais pour les analystes du renseignement burkinabé, ce sont précisément ces dissonances mineures qui annoncent un déséquilibre plus profond. Dans les jours qui ont suivi, les signaux se sont multipliés, ralentissement des communications, appels téléphoniques cryptés détectés entre Ouagadougou et Bruxelles, messages interceptés mentionnant appui externe. C'est ainsi que s'est mis en place le premier acte de ce théâtre d'ombre. Le scénario n'est pas nouveau. D'abord, affaiblir la légitimité du dirigeant par le discours médiatique. Ensuite, amplifier les tensions économiques et sociales. Enfin, introduire la variable militaire sous couvert de restauration démocratique. Cette mécanique, déjà observée en Libye, au Congo et au Mali, semble aujourd'hui se rejouer au Burkina Faso, avec une précision qui laisse peu de place au hasard. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré s'exprime avec prudence. Ses discours sont courts, calibrés, parfois énigmatiques. Il parle de discipline et de vigilance, deux mots devenus mantras dans les casernes. Mais derrière cette maîtrise du ton se cache une urgence. Sécuriser la chaîne de commandement, resserrer le lien entre l'armée et la population, éviter les fuites internes. Les routes menant à la capitale sont désormais quadrillées, les vols privés soumis à des autorisations spéciales et les convois étrangers surveillés de près. Les alliés régionaux observent. Le Niger et le Mali, liés au Burkina par l'Alliance des États du Sahel, ont élevé leur niveau d'alerte. Des communications entre chefs d'état-major confirment une coordination défensive en cas d'ingérence extérieure. Cette solidarité, inédite depuis des décennies, inquiète les chancelleries occidentales. Elle signifie que toute tentative de déstabilisation d'un membre pourrait rallumer une flamme panafricaine incontrôlable. Dans les rues de Ouagadougou, la population vit au rythme de l'attente. Les marchés ferment plus tôt, les journalistes se font discrets, les conversations s'interrompent à la mention du mot coup. Les rumeurs circulent plus vite que les faits, et dans ce brouillard informationnel, chaque silence devient suspect. Pourtant, un sentiment domine, la fatigue d'être toujours la cible, le refus d'être encore le champ d'expérimentation des autres. C'est dans cette atmosphère suspendue qu'avance la nuit burkinabé, dense, électrique, imprévisible. Car si un coup d'État devait survenir, il ne serait pas seulement militaire, il serait psychologique, la victoire ou la défaite de l'idée même que l'Afrique puisse tenir tête au monde. Les chiffres racontent une histoire plus froide que les discours. Depuis 6 mois, les flux financiers entrant au Burkina Faso ont chuté de 38%, selon les données du Trésor national. Les transferts directs de coopération en provenance d'Europe ont été suspendus ou réévalués, tandis que les investissements miniers étrangers ont reculé de 22%. Officiellement, il s'agit d'une pause technique, mais dans les faits, c'est une pression économique calculée pour fragiliser la stabilité interne. En parallèle, les dépenses militaires ont augmenté de 15%, conséquence directe de la multiplication des menaces frontalières et de la réorganisation du commandement. Le ministère de la Défense a dû redéployer 7000 soldats vers les zones sensibles du nord et de l'est, réduisant ainsi les effectifs urbains. Ce glissement de force, nécessaire pour prévenir l'infiltration, a aussi pour effet de laisser certaines institutions civiles sous-protégées, un paradoxe que les stratèges étrangers connaissent bien. Le gouvernement a réagi par un plan d'urgence. Les réserves d'or ont été consolidées dans des coffres nationaux, les contrats d'exploitation revus, et une nouvelle politique de change souverain testée pour réduire la dépendance au franc CFA. Ces décisions, perçues comme audacieuses par la population, sont jugées imprudentes par les partenaires financiers. La Banque mondiale évoque des risques d'isolement, tandis que le FMI prévient d'un effet domino régional. Pourtant, sur le terrain, la perception est différente. Chaque point de croissance perdu est compensé par un gain symbolique en dignité nationale. Les chiffres sociaux suivent la même logique. Le taux de chômage des jeunes reste élevé,
environ 19% selon le dernier rapport du ministère du Travail, mais les inscriptions dans les écoles militaires et agricoles explosent, doublées en un an. La jeunesse, loin de fuir, s'agrège autour d'un projet commun, construire plutôt que partir. Pour Ibrahim Traoré, c'est un indicateur de victoire morale, même si la guerre économique se durcit. Enfin, un troisième jeu de données, celui du numérique, éclaire une autre dimension de la bataille. Les cyberattaques ciblant les serveurs gouvernementaux ont augmenté de 240% entre avril et septembre. Les adresses IP tracées proviennent en majorité de centres d'hébergement situés hors d'Afrique. Cette guerre invisible complète la pression financière. Désorganiser l'État, créer le doute, fissurer la confiance. Les chiffres ne mentent pas, mais ils ne suffisent pas à expliquer le pourquoi. C'est dans l'interprétation qu'ils prennent sens. Derrière chaque variation de pourcentage se cache une main, un calcul, une intention. Et quand l'équation devient géopolitique, la logique économique cède la place à la stratégie pure. Les adversaires de Ibrahim Traoré ne se cachent plus derrière des mots diplomatiques. Leur argument central est simple. Le Burkina Faso s'isole, se ferme au commerce mondial et risque de replonger dans la pauvreté qu'il prétend combattre. Selon eux, rompre avec les partenaires historiques reviendrait à scier la branche sur laquelle repose encore une partie de l'économie nationale. L'aide internationale, les programmes de sécurité, les subventions agricoles, tout cela, disent-ils, est vital. Face à ce discours, les partisans du capitaine opposent un constat chiffré. 58 ans d'aide ont généré plus de dépendance que de prospérité. Les zones minières, jadis promises au développement, ont été vidées de leurs bénéfices. Les statistiques montrent que sur $100 extraits du sous-sol burkinabé, moins de 10 restaient dans le pays. Cette réalité, répétée depuis des décennies, a forgé la conviction que seule une rupture pouvait rétablir l'équilibre. Les critiques ajoutent une deuxième ligne de défense. Sans soutien occidental, le pays risque une dérive autoritaire. Mais là encore, les faits contredisent la peur. Les structures civiles n'ont pas été dissoutes, la presse nationale continue de publier, et les manifestations pro-gouvernementales comme critiques coexistent dans les grandes villes. Ce que l'on présente comme une fermeture politique est, pour beaucoup, une phase de redéfinition institutionnelle. Enfin, les diplomates occidentaux affirment que le rapprochement avec la Russie ou la Chine ouvrirait la porte à une nouvelle dépendance. Mais pour Traoré, il ne s'agit pas de changer de maître. Il s'agit de ne plus en avoir. Le partenariat n'est pas l'allégeance, répète-t-il. Dans cette phrase réside l'essence du débat. Indépendance réelle ou illusion de liberté? Et c'est cette question, posée à voix haute par un pays longtemps jugé périphérique, qui embarrasse les grandes capitales. Tout bascule lorsqu'un rapport confidentiel, fuité d'un cercle diplomatique européen, confirme ce que beaucoup soupçonnaient déjà, une coordination active d'opérations d'influence contre le gouvernement de Ibrahim Traoré. L'objectif affiché, favoriser une transition démocratique stable, cache en réalité une stratégie de pression ciblée mêlant économie, communication et infiltration. La révélation agit comme une déflagration. À Ouagadougou, les cafés bruissent de colère, les rédactions improvisent des débats et les réseaux sociaux s'enflamment. La confiance déjà fragile s'effondre. Ce qui passait pour de la paranoïa devient une évidence. Les mots déstabilisation et souveraineté cessent d'être théoriques. Ils deviennent concrets, presque physiques. Mais le choc ne s'arrête pas là. Le lendemain, un colonel proche du pouvoir est arrêté pour contact suspect avec une ambassade étrangère. Le pays entre alors dans une zone grise, ni paix, ni guerre, où chaque silence devient message, chaque absence devient soupçon. Au cœur de cette tourmente, Traoré garde son calme. « Nous ne tomberons pas dans le piège de la peur », déclare-t-il. Regard fixe, voix posée. Et pour la première fois depuis longtemps, la peur change de camp. Passons maintenant aux conséquences à différents niveaux. D'abord au niveau national. Dans les ministères, les protocoles changent. Chaque réunion stratégique doit désormais se tenir sans téléphone, sans connexion Wi-Fi, et les documents confidentiels ne quittent plus les bâtiments publics. Cette prudence nouvelle ralentit l'administration, mais renforce la cohésion interne. Les agents sentent qu'ils participent à une défense collective, celle d'un État qui refuse d'être piloté à distance. Ensuite, au niveau économique.
Les sanctions informelles et les restrictions bancaires entraînent une baisse des importations de 27%. Mais en réaction, les industries locales se réinventent. Le textile renaît à Bobo-Dioulasso, les coopératives agricoles s'organisent pour produire de l'huile, du riz et du maïs sans dépendre des circuits extérieurs. La devise « produire ce que nous consommons » quitte les slogans pour devenir pratique quotidienne. Puis, au niveau diplomatique. Les alliances traditionnelles s'effritent, mais de nouvelles routes s'ouvrent. Les échanges avec la Russie et la Chine s'intensifient, tandis que des délégations venues du Mali et du Niger multiplient les visites. L'Alliance des États du Sahel prend une dimension politique plus affirmée, assumant ouvertement la défense mutuelle contre les pressions extérieures. Pour la première fois depuis des décennies, une diplomatie africaine parle d'égal à égal, sans traducteur symbolique. Enfin, au niveau culturel, les conséquences les plus profondes sont invisibles. Dans les écoles, on remplace progressivement les manuels hérités de l'ancienne tutelle par des éditions locales. Les jeunes redécouvrent les figures panafricaines, Sankara, Lumumba, Nkrumah. Les musiciens chantent liberté, les artistes peignent Traoré en uniforme, poing levé vers un ciel rouge. La souveraineté devient une esthétique, presque une religion civile. Pour les observateurs étrangers, ce sursaut culturel est inquiétant. Il échappe au contrôle, il inspire. Et c'est peut-être là la conséquence la plus redoutée. Qu'un peuple, en affirmant son identité, montre à d'autres qu'il est possible de dire non. Car quand une idée devient contagieuse, aucune armée, aucune sanction ne peut l'arrêter. Les prochains mois détermineront si le Burkina Faso entre dans une phase de consolidation ou dans un nouveau cycle d'épreuves. Examinons d'abord le scénario de base, celui de la résilience sous pression, avec une probabilité moyenne. Le pays maintient sa stabilité interne malgré les tensions extérieures. Les restrictions économiques persistent, mais le tissu local s'adapte, soutenu par l'Alliance des États du Sahel et les nouveaux partenaires eurasiatiques. Ibrahim Traoré continue d'incarner le symbole de résistance, multipliant les visites de terrain et les discours d'unité. Les élections locales sont reportées pour des raisons de sécurité, mais l'opinion publique comprend l'enjeu, préserver l'intégrité nationale avant les formalités politiques. Ce scénario prolongerait l'équilibre actuel, fragile mais fonctionnel. Considérons maintenant le scénario optimiste, celui du repositionnement régional, avec une probabilité faible mais croissante. Les alliances panafricaines se renforcent. Le Mali, le Niger et le Burkina créent une union économique partielle basée sur la complémentarité des ressources. L'appui logistique russe et les investissements chinois permettant une relance des infrastructures, tandis que l'or et le coton redeviennent leviers de croissance. Dans cette configuration, le pays devient un laboratoire d'indépendance africaine. Traoré, sans le dire ouvertement, s'imposerait alors comme figure fédératrice d'un Sahel réconcilié avec lui-même. Enfin, le scénario pessimiste, celui de la contre-offensive externe, avec une probabilité non négligeable. Des opérations clandestines reprennent, jouant sur la fatigue du peuple et la rareté des biens essentiels. Des manifestations spontanées éclatent, relayées par des médias financés à l'étranger. Les réseaux de désinformation inondent la sphère numérique de fausses vidéos accusant Traoré d'autoritarisme. Si la cohésion militaire se fissure, une tentative de coup pourrait réapparaître sous un nouveau visage, cette fois enrobé du langage des droits humains. Entre ces trois chemins, le choix n'appartient pas seulement au président, mais à tout un peuple. Et peut-être que la vraie victoire du Burkina Faso ne se mesurera pas en PIB, mais en souveraineté préservée. Regarder le Burkina Faso aujourd'hui, c'est accepter de voir au-delà des récits convenus. Ce pays, souvent relégué aux marges de l'actualité, s'impose désormais comme miroir de nos contradictions. Il oblige chacun à se demander ce que valent les mots liberté et démocratie lorsqu'ils sont dictés de l'extérieur. Pour les observateurs, Ibrahim Traoré n'est pas qu'un chef d'État. Il devient le prisme à travers lequel se redéfinit la place de l'Afrique dans le monde. Sur les réseaux sociaux, des millions d'internautes s'emparent de ces discours. Des jeunes de Dakar, d'Abidjan, de Kingston ou de Port-au-Prince partagent la même émotion, celle d'une parole qui ose dire non. Dans leur message, on ne lit ni haine ni triomphalisme, mais une soif de cohérence, le désir de voir un dirigeant qui pense et agit à hauteur de peuple. Ce lien, fragile et puissant, échappe aux chancelleries. Pour le spectateur étranger, cette
L'histoire dérange car elle déplace les repères moraux. On découvre un leader qui n'a ni l'arrogance des puissants, ni la soumission des faibles. Un homme qui, malgré ses limites, assume la complexité du réel, résister tout en gouvernant, construire tout en se méfiant. Le suivre, c'est comprendre que la souveraineté n'est pas une posture, mais un effort quotidien, un équilibre entre fierté et pragmatisme. Et si ce combat, loin d'être isolé, annonçait la transformation silencieuse d'un continent entier, si, derrière le visage d'un capitaine burkinabé, se dessinait celui d'une Afrique décidée à ne plus jouer le rôle qu'on lui assigne. Pour transformer la résistance en projet durable, le Burkina Faso ne peut se contenter de slogans. Le discours de Ibrahim Traoré a inspiré une ferveur collective. Désormais, il lui faut la traduire en méthode. Voici 5 axes concrets, mesurables, ancrés dans la réalité nationale. D'abord, sécuriser le territoire avant de l'administrer. Les forces armées locales doivent poursuivre la stratégie de maillage territorial, créer des zones de confiance où l'armée et les populations coopèrent. Chaque victoire militaire doit être consolidée par une présence civile, écoles, dispensaires, marchés. Ensuite, réformer l'économie par la base. Au lieu d'attendre les bailleurs, relancer la production agricole et artisanale avec un financement par fonds rotatifs communautaires. La valeur ajoutée doit rester sur le sol burkinabé. Puis redéfinir l'éducation. Introduire un enseignement civique axé sur la souveraineté, la gestion locale et la mémoire africaine. Les manuels doivent raconter l'histoire depuis l'intérieur, non depuis les chancelleries étrangères. Ensuite, bâtir une diplomatie de réciprocité. Soutenir ceux qui soutiennent, répondre à la coopération par la coopération. Les alliances ne doivent pas être des dépendances, mais des contrats équilibrés. Enfin, évaluer chaque action. Créer un tableau de bord national, sécurité, agriculture, énergie, santé, communication, pour mesurer les progrès réels plutôt que les promesses. Ces étapes ne sont pas spectaculaires, mais elles bâtissent un État adulte, capable de se tenir debout même quand les vents tournent. C'est peut-être là la plus grande victoire. Transformer une lutte politique en culture de souveraineté, vécue jour après jour. La nuit est retombée sur Ouagadougou, semblable à celle du début, mais l'atmosphère n'a plus la même densité. Entre la peur et la foi, une certitude s'est imposée. Le peuple burkinabé n'attend plus qu'on le sauve. Dans les rues silencieuses, les drapeaux s'effilochent sous le vent chaud, les bougies des veillées s'éteignent lentement. Mais les yeux restent ouverts. Ibrahim Traoré ne se tient plus seulement à la tête de l'État. Il habite la mémoire collective. Son nom circule comme un murmure dans les marchés, les écoles, les prières du soir. Certains le voient comme un héros, d'autres comme un pari risqué, mais tous savent qu'il incarne une frontière, celle entre le renoncement et la dignité. Un vieil homme, devant la grande mosquée de la capitale, résume tout d'une phrase. On peut perdre une bataille, pas l'idée qui l'a fait naître. C'est peut-être là la clé de cette histoire. La souveraineté n'est pas une victoire à déclarer, mais une flamme à maintenir. Et si demain le vent souffle plus fort, il suffira que chacun, dans son silence, protège cette lueur. Le destin d'un peuple ne se joue pas seulement dans les palais, mais dans la conscience de chacun. Ce récit du Burkina Faso n'est pas une histoire lointaine. Il parle à quiconque, où qu'il soit, qui refuse qu'on décide à sa place. Car la souveraineté, avant d'être politique, est un état d'esprit, celui de dire non quand tout pousse à se taire. Ibrahim Traoré l'a rappelé sans détour. Notre dignité ne se négocie pas. Cette phrase, reprise dans les rues, sur les réseaux, dans les chansons, est devenue un serment collectif. Elle ne demande ni adoration, ni aveuglement, seulement la lucidité de comprendre que chaque génération doit défendre quelque chose. Si ce récit vous interpelle, partagez-le, discutez-en, confrontez vos idées. L'Afrique n'a pas besoin de spectateurs, mais de voix. Et peut-être qu'en écoutant cette histoire, chacun y trouvera une question à sa mesure. Que feriez-vous, vous, si votre liberté dépendait d'un choix aussi simple que de tenir bon ? Le rideau se ferme, mais le débat ne fait que commencer.